Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Lundi dernier, le premier ministre n'a de toute évidence pas obtenu les résultats qu'il espérait. Il doit maintenant collaborer avec un gouvernement minoritaire libéral, alors qu'il espérait un gouvernement conservateur minoritaire avec la balance du pouvoir au bloc. M. Trudeau a affirmé à de nombreuses reprises en campagne électorale que le projet de troisième lien n'existe pas parce qu'il n'y a rien sur la table et que le gouvernement caquiste n'a rien dévoilé. À plusieurs reprises, nous avons demandé de la transparence au gouvernement. Monsieur le Président, la CAQ choisit maintenant de museler le ministère des Transports. Il est temps que le premier ministre comprenne, réponde aux appréhensions grandissantes des radios, des journalistes, mais surtout des citoyens. C'est quoi un troisième lien vert? Quel est le tracé exact? Qui sera exproprié? Combien de voies pour les automobilistes? Si le projet est si avancé, pourquoi ne pas informer la population? Je joins donc aujourd'hui ma voix à celle du député de Lapinière. Peut-on entendre enfin Frédéric Pellerin, le directeur du bureau de projet en commission parlementaire, afin de rassurer la population et d'envoyer un signal positif à tous les intervenants qui sont concernés? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le chef du Parti libéral du Québec nous dit que lundi, les résultats n'ont pas été ceux, selon lui, qu'on attendait. Monsieur le Président, dans le fond, ce que nous dit le chef du Parti libéral, c'est qu'on n'aurait pas dû rappeler aux chefs fédéraux qu'une grande majorité de Québécois sont pour la loi 21. Moi, je pense que le chef du Parti libéral disait on s'est mal réveillé lundi. Moi, je pense que c'est lui, en 2022, je sais qu'il hésite à se représenter, mais c'est lui qui risque de mal se réveiller s'il continue de nier la volonté de la grande majorité des Québécois d'être pour la loi 21, Monsieur le Président. Donc, je ne comprends pas qu'il n'ait pas encore tiré cette leçon-là. Maintenant, concernant le troisième lien, on l'a dit, on analyse tous les scénarios. Quand les données vont être disponibles, on va les rendre publiques. Commentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, c'est parce qu'ils font toutes sortes de déclarations. Le fédéral, il n'y a aucune information sur le projet au moment où on se parle. Et selon la CAQ, il faudrait qu'il contribue, le fédéral, financièrement pour éviter un payage. Alors, que le premier ministre soit clair. C'est quoi votre demande envers le fédéral? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le chef du Parti libéral était là dans les 4 dernières années. Je pourrais lui retourner la question. Quelle demande le Parti libéral a fait au gouvernement fédéral sur le troisième lien? Attention, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je peux rassurer le chef du Parti libéral. On va en faire pas mal plus dans notre mandat pour le troisième lien que ce qui a été fait par le Parti libéral. Puis oui, éventuellement, quand on va être prêt, on va demander la contribution du gouvernement fédéral. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition, je vous demande votre attention, s'il vous plaît, à tous. Monsieur le Président, comme tout ce que fait la CAQ, c'est encore très brouillon. C'est encore extrêmement imprécis. Même le député de la Pelletrie affirme que son gouvernement aurait intérêt à être plus présent pour répondre aux citoyens sur la question du troisième lien. Alors, je vais encore une fois tenter d'en savoir plus. En septembre, le premier ministre affirmait qu'il investirait un montant raisonnable dans le projet. Pourquoi refuse-t-il d'expliquer à la population ce qu'est, pour lui, un montant raisonnable? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, d'abord, une journée, le Parti libéral est pour le troisième lien. Une autre journée, il n'est pas d'accord sur le troisième lien. S'il vous plaît, je vais vous demander, on débute la période de questions, histoire d'être efficace également, par respect pour tous et toutes. Je vous demande, s'il vous plaît, d'être attentif tant aux questions qu'aux réponses. Monsieur le Président, la troisième journée, le Parti libéral nous dit ça dépend du prix. Si le prix est trop élevé, on est contre le troisième lien. Nous, notre position est claire. Depuis le début, on est pour le troisième lien.
Il y a actuellement 10 personnes qui travaillent à élaborer les différents scénarios, à évaluer les coûts du tunnel qui va être fait pour faire le troisième lien. Donc, Monsieur le Président, le projet avec le gouvernement de la CAQ va se faire contrairement à ce qui n'a pas été fait par le Parti libéral. Troisième complémentaire. La parole appartient au chef de l'opposition officielle. Chaque fois qu'on pose des questions là-dessus, Monsieur le Président, le gouvernement se sent attaqué. Alors que ce qu'on veut, c'est des réponses. Alors, au lieu de rassurer les gens, le gouvernement alimente les suspicions. Qu'est-ce que le premier ministre a à cacher? Quelle information son gouvernement a-t-il peur de rendre publique? Je vais vous demander de faire attention aux propos, notamment des mots. Vous les connaissez, cachés en étant, alors évitez d'utiliser des termes comme ceux-ci. La réponse au premier ministre. Monsieur le Président, la chose qui est claire, c'est que durant les 4 dernières années du Parti libéral, il n'y a rien qui a été fait sur le troisième lien. Nous, on y travaille très fort. Il y aura une évaluation des différents scénarios. Il y aura un tunnel à l'est. Et quand les chiffres seront disponibles, on va les rendre publics. Question principale, encore une fois. Votre attention à toutes et à tous. Monsieur le député de Pontiac, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Au printemps, la ministre de la Santé et moi, on a beaucoup discuté de la question des bris de service en obstétrique en région. Des femmes, vous vous en souviendrez, ont accouché en pleine salle d'urgence, mais sans équipe d'obstétrique. Une autre a accouché dans son auto, sur le bord de la 138, à 2 heures du matin, seule avec son chum. Et il n'y a toujours rien de réglé, Monsieur le Président. Chez moi, dans le Pontiac, ça fait maintenant 6 bris de service en 4 semaines. Juste dans la dernière semaine. Vendredi, le 18, c'était ouvert. Le 19, c'était fermé. Le 20, c'était fermé. Le 21, c'était une demi-journée. Le 22, c'était ouvert. Maintenant, le 23, le 24, le 25, ça va être fermé, Monsieur le Président. Pour les mères enceintes de la région, c'est presque une loterie à savoir quand leurs os vont crever, Monsieur le Président. Si c'est le jeudi, chanceuses, elles vont pouvoir accoucher localement. Si c'est le vendredi, elles vont devoir accoucher à Gatineau à 1h30 de route. Puis si c'est le samedi, bien, elles vont devoir accoucher à Pembroke, en Ontario. Le stress sur les futures mères de la région est insupportable. La situation est intolérable. Combien de temps la ministre va laisser la situation perdurer? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, on suit de très près la situation à l'hôpital de Pontiac. D'ailleurs, j'en ai discuté avec mon collègue député de Pontiac hier, avant-hier également. Alors, on suit cette situation-là de très près, qui est difficile. On sait que l'obstétrique, c'est un service de base. Alors, Monsieur le Président, on en a réglé des situations au Québec. On a réglé la SAR, on a réglé la Malbaie, on en a réglé d'autres. Et c'est ce qu'on va faire pour l'hôpital de Pontiac. Alors, l'établissement a vraiment travaillé très fort pour vraiment remédier à la situation. Et là, on est en appui à l'établissement et on fait appel aujourd'hui à d'autres établissements du Québec, notamment à Montréal. On sait qu'il y a des hôpitaux à Montréal qui sont venus aider la SAR et on a réglé la SAR. C'est ce qu'on va faire pour l'hôpital de Pontiac. Le réseau va se mobiliser. On va faire appel à des infirmières qui sont parties à la retraite et on va remédier à la situation. Monsieur le Président, on va toutes prendre les stratégies nécessaires pour que ce service soit ouvert de façon continue pour la population. Première complémentaire, Monsieur le député de Pontiac, nous sommes attentifs à votre question, tant qu'aux réponses. Oui, Monsieur le Président, la région à laquelle on fait surtout appel en ce moment, c'est l'Ontario, quand on leur envoie les mères qui sont enceintes, Monsieur le Président. La semaine dernière, en Outaouais, il y a une femme qui a accouché en ambulance. Ça, c'est loin d'être idéal, mais ça arrive. Heureusement, l'accouchement s'est bien déroulé, puis après la naissance, l'ambulance a amené bébé et maman à l'hôpital de Charville. Mais arrivé sur place, surprise, l'obstétrique est fermée, on ne peut pas s'occuper de la mère et de son bébé. Tout le monde rembarque dans l'ambulance, on s'en va à Gatineau à 1h15 de route. Monsieur le Président, il y a tellement de fermetures que même les ambulanciers ne comprennent plus rien. Les gens de la région veulent une solution maintenant. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux, votre attention à tous et votre collaboration. Oui, Monsieur le Président. Effectivement, c'est la situation qui me préoccupe le plus au Québec actuellement, au niveau de l'obstétrique. Dans les autres régions du Québec, il y a une forme de stabilité, puis je pense que c'est parce que les gens travaillent très fort. Mais moi, je veux dire à la population de Pontiac, et spécialement aux familles, spécialement aux mères, qu'on va tout faire pour que ce service soit rétabli de façon continue. On fait tous les efforts. On va faire comme on a fait à la SAR. On fait des appels à d'autres établissements, notamment à Montréal. On fait des appels aux infirmières qui sont retraitées.
On fait des mesures vraiment spécifiques pour l'hôpital de Pontiac, Monsieur le Président. Moi, je veux dire à la population, En on ne terminant, va pas ménager nos efforts et on va continuer de travailler pour eux. deuxième complémentaire, Monsieur le député, encore une fois, votre attention. Monsieur le Président, on fait des plans d'accouchement pour une raison, pour rassurer la mère, pour rassurer les parents, pour enlever le stress, l'anxiété avant la naissance. Mais chez nous, en ce moment, c'est tout le contraire. La situation ajoute un stress incroyable. C'est tellement rendu ridicule. Écoutez bien ça, Monsieur le Président, là, on est rendu à céduler des césariennes et à provoquer des accouchements pour que ça fitte dans le calendrier des bris de service de l'hôpital. Sans et ensuite, commentaire. Monsieur le Président, on renvoie les femmes et les bébés à la maison plus tôt parce qu'il n'y a pas de personnel pour s'occuper d'eux. Ça ne peut pas continuer comme ça, Monsieur le Président. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux, vous êtes la seule à avoir la parole. Je vous demande également d'éviter les commentaires et d'être attentif tant aux questions qu'aux réponses. Bien, Monsieur le Président, on va s'assurer de la qualité des services à l'hôpital de Pontiac. Monsieur le Président, on a là un établissement responsable des employés, du personnel, des gestionnaires, et il voit à la sécurité de ses familles, de ses mères, de ses enfants. Et on soutient ça, Monsieur le Président. Alors, on va tout faire pour que ce service soit réouvert de façon continue. On a une situation qui a été fragilisée, je le répète, Monsieur le Président, dans les dernières années, mais on va travailler très fort pour la rétablir, comme on a fait à la Sarre, comme on a fait à la Malbaie, comme on a fait ailleurs au Québec, Monsieur le Président. Question principale. J'aimerais, je pense, apprécier bien entendre les questions. J'apprécierais bien entendre également les réponses. Merci. Madame la députée de l'Acadie, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Depuis son entrée au pouvoir, la CAQ a promis beaucoup dans le dossier d'application de la Charte de la langue française. Mais 2 ministres plus tard, force est de constater que l'on assiste à du grand parleur, petit faiseur. Les budgets de l'Office québécois de la langue française n'ont reçu aucune augmentation, même pas pour absorber les coûts de système. 8 postes ont été abolis. La nouvelle PDG de l'OQLF a 0 expérience en la matière. Le ministre s'est fait recadrer par son premier ministre sur le bonjour aïe. Et on apprend maintenant qu'un règlement adopté par le gouvernement libéral en 2016 concernant l'affichage en français des marques de commerce et qui donne aux entreprises jusqu'au 24 novembre pour se conformer ne comporte aucun plan outre l'envoi d'une lettre. Monsieur le Président, après avoir déchiré son linge lors de l'adoption de ce règlement en 2016, quel est le plan du premier ministre, outre celui de tasser le rapport Sanson? Monsieur le ministre de l'Immigration. Oui, merci, Monsieur le Président. Je suis heureux que la collègue de l'Acadie pose cette question. Dans un premier temps, la députée de l'Acadie fait référence à la présidence de l'Office québécois de la langue française. Monsieur le Président, pour les fonctionnaires de l'État québécois, pour les hauts fonctionnaires, pour les sous-ministres ou les présidents d'organismes, je pense qu'on devrait leur marquer notre respect au fait qu'ils servent le public. Et Mme Galarneau a servi durant plusieurs années l'État québécois et je pense qu'on devrait saluer son travail et souligner son travail, Monsieur le Président. Et je dois vous dire que je n'apprécie pas du tout la tendance de la députée de l'Acadie à attaquer des fonctionnaires de l'État québécois qui ont servi l'État durant plusieurs années. Pour ce qui est du règlement, Monsieur le Président, le Parti libéral a décidé d'adopter un règlement il y a de cela quelques années relativement à l'affichage suite à une décision de la Cour d'appel relativement à l'affichage des marques de commerce. L'Office québécois de la langue française a pris déjà des mesures pour s'assurer que les différentes entreprises pourront respecter la réglementation. C'est une démarche d'accompagnement de ces différentes entreprises-là. Et soyez assurés que tout le suivi sera apporté. Une chose qui est sûre, Monsieur le Président, c'est que nous allons apporter des réformes majeures avec la Charte de la langue française. Et je l'ai dit la semaine dernière. Première complémentaire, Madame la députée de l'Acadie. Monsieur le Président, c'est un dossier sérieux. Ce règlement est un geste fort et concret du gouvernement libéral pour renforcer la langue d'affichage au Québec. La question est simple. C'est quoi son plan? Il se passe quoi après le 25 novembre? A-t-il mis les ressources additionnelles à l'OQLF? Monsieur le ministre de l'Immigration. Le Président, depuis déjà plusieurs mois, vous savez, le Parti libéral a adopté un règlement qui rentre en vigueur le 14 novembre. C'était sur une période de 3 ans. Les entreprises ont déjà été accompagnées, sensibilisées. S'il y a certaines entreprises qui ne sont pas conformes en date du mois de novembre, elles seront accompagnées vers cette transition-là. Nous, on croit qu'on doit déployer les ressources pour faire en sorte que, oui, l'affichage respecte la réglementation et nous irons dans ce sens-là. Deuxième complémentaire, Madame la députée.
Monsieur le Président, on demande qu'est-ce qui va arriver après le 25 novembre. Un communiqué de l'OQLF, dis-je, émis un dimanche matin, parle de milliers d'entreprises qui doivent encore se conformer. Le ministre a-t-il un portrait clair par rapport à ce règlement? Si oui, peut-il le déposer? Et peut-il nous assurer que toutes les ressources seront mises en place pour faire respecter ce règlement? Monsieur le ministre de l'Immigration et de la Francisation. Monsieur le Président, en matière de langue française, de langue d'affichage, on n'a pas de leçon à recevoir du Parti libéral. S'il vous plaît. Monsieur le Président, S'il vous plaît. il y a une décision de la Cour d'appel qui a été rendue à l'encontre de l'interprétation qui avait été faite. Tout ce que le Parti libéral a fait, c'est d'adopter un règlement. Alors qu'il y a eu l'opportunité, le Parti libéral du Québec, de rouvrir la Charte de la langue française, de mettre ses culottes et de faire en sorte qu'au Québec, on allait défendre la langue. S'il vous plaît, encore une fois, je fais appel à votre collaboration. Je vous demande votre attention. Vous souhaitez poser des questions et qu'on soit attentif. Vous souhaitez, j'en suis convaincu, aussi entendre les réponses. Je vous demande votre collaboration à toutes et à tous. Monsieur le Président, on n'a pas de leçon à recevoir du Parti libéral en ce qui concerne la promotion, la valorisation de la langue française. Monsieur le Président, la députée de l'Acadie a été pendant 5 ans ministre responsable de la langue française. Quel est son bilan? Nous allons prendre des actions. Vous allez être gênés. Question principale, Madame la députée de Gaspésie. Merci, Monsieur le Président. En ce moment, il y a une demande qui chemine au gouvernement pour autoriser des forages en plein paradis de la pêche au saumon à Gaspé. Il s'agit du projet GALT. Alors qu'on assiste partout dans le monde à un désinvestissement massif dans la filière des hydrocarbures, pendant ce temps-là, au Québec, le gouvernement de la CAQ s'apprête à octroyer le tout premier permis d'exploitation pétrolière d'une compagnie détenue par des intérêts étrangers. Le projet pétrolier prévoit d'exploiter le sous-sol gaspésien pour une période de 40 ans, Monsieur le Président. 40 ans de forage pour l'équivalent de 42 jours de consommation pétrolière au Québec. Le gouvernement a l'opportunité de refuser le permis d'exploitation pour GALT. Est-ce que le ministre de l'Environnement peut aujourd'hui nous confirmer que ce projet ne verra jamais le jour à Gaspé? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, les informations amenées par ma collègue ne sont pas celles que moi je connais. Essentiellement, il y a une loi sur les hydrocarbures, il y a un règlement sous-jacent qui a été sous-jacent, oui, excusez-moi, qui a été autorisé le 18 septembre 2018. Le règlement en question est strict. Le règlement en question est rigoureux. Le règlement en question fait en sorte qu'aucune fracturation hydraulique n'est permise. Le règlement en question fait en sorte que la protection des milieux hydriques est assurée. Et c'est par ce règlement et par la loi que notre gouvernement allons nous gouverner. Il est rigoureux, il est robuste et nous allons l'appliquer. Alors, pour ce qui est du projet en question, on n'est pas sur le point d'émettre une permission d'exploitation puisqu'il doit être cohérent avec ce règlement et avec la loi. Merci. Je vous demande encore une fois d'être attentif pour la Xème fois. Madame la députée de Gaspé, la parole vous appartient à vous seule. La ministre déléguée au développement régional était à Gaspé pas plus tard qu'au début du mois pour sa tournée de consultation sur la lutte au changement climatique. Puis en même temps, interpellée par le sujet, elle fait des entrevues concernant le projet GALT pour défendre son gouvernement qui s'intéresse encore aujourd'hui aux hydrocarbures. Est-ce que la ministre est à l'aise de faire une tournée sur les changements climatiques et en même temps vanter un projet pétrolier au nom de son gouvernement? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, Monsieur le Président, j'étais justement en contact avec ma collègue lors de sa tournée pour discuter de ces éléments-là. Et on en a bien discuté ensemble. Essentiellement, ici, les craintes qui sont énoncées, je le réitère, le 18 septembre 2018, le règlement qui a été adopté par le Québec, par le gouvernement du Québec, est hyper robuste. C'est-à-dire qu'on vise à protéger, justement, dans l'exploitation des hydrocarbures, face à certains risques, face à des éléments comme, justement, la fracturation hydraulique, la protection des milieux hydriques. On s'est doté d'un règlement sous-jacent de cette loi-là qui fait en sorte que si, éventuellement, il y a de l'exploitation d'hydrocarbures au Québec, ça doit cadrer avec ce règlement-là. Alors, c'est comme ça qu'on va se gouverner. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Monsieur le Président,
Le gouvernement prétend que sans acceptabilité sociale, il n'ira pas de l'avant avec le projet GALT. Mais je vous le dis aujourd'hui, à titre de députée de Gaspé, native et qui a grandi en Gaspésie, qui parle à son monde tous les jours sur le terrain, il n'y en a pas d'acceptabilité sociale chez nous pour le pétrole. Monsieur le Président, j'écoute mon monde, je représente les intérêts de la Gaspésie et j'aimerais savoir pourquoi le gouvernement ne peut pas écouter, lui, la population de la Gaspésie et représenter les intérêts de ces gens-là qui sont les principaux concernés. Madame la ministre déléguée au développement économique régional. En effet, pour nous, ce qui est important dans tous les projets d'exploitation, c'est qu'il y ait une acceptabilité sociale d'abord et avant tout. Donc, pour nous, si la population de Gaspésie n'accepte pas le projet, on va écouter ce qu'ils ont à dire à ce sujet-là, d'abord et avant tout. Mais mon collègue l'a mentionné. Je pense que c'est important de le rappeler que le règlement est très robuste, puis qu'en ce moment, toutes les étapes, le processus d'évaluation des projets est tellement clair et tellement contraignant que les projets, les promoteurs doivent vraiment se lever de bonne heure pour démontrer l'intérêt de cela. Mais ce qui nous concerne, nous, comme gouvernement, c'est que l'acceptabilité de la région le fasse. Puis nous aussi, nous sommes à l'écoute de la population de la Gaspésie, puis on va travailler avec eux sur ces projets. Question principale, Monsieur le député de Rosemont. Merci, Monsieur le Président. Ça fait un bout de temps que les environnementalistes au Québec disent que GNL, c'est un mauvais projet. Évidemment, ça n'a pas beaucoup ému le gouvernement, on le sait. Par contre, là, maintenant, il y a 40 économistes qui ont uni leurs plumes pour dire la même chose. GNL, c'est un mauvais projet pour l'environnement et même pour l'économie. Visiblement, ça a attiré l'attention du ministre de l'Économie, qui a posé plein de questions la semaine dernière quant à la pertinence de GNL. Ça fait du bien, Monsieur le Président. Ça nous change un peu de l'enthousiasme débridé du premier ministre pour le projet. Alors, ma question pour le ministre de l'Économie. Maintenant que lui semble avoir vu le début de la lumière, est-ce qu'il pourrait expliquer au premier ministre qu'il ne faut pas croire tout ce qui sort de la bouche des lobbyistes, il faut aussi écouter les environnementalistes, les économistes et la science en général? Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, je pense que ce que j'ai dit la semaine dernière sur le projet, c'est qu'on n'irait pas mettre $1 milliard dans le projet du GNL Québec. J'ai dit aussi, par contre, que le projet avait des répercussions économiques potentielles énormes et qu'il fallait comprendre quels seraient les preneurs de ce gaz naturel liquéfié-là. Et qu'il y avait peut-être un contexte où si le gaz naturel était pour remplacer l'énergie fossile, le charbon, peut-être sur une base planétaire, on pourrait conclure que c'est un bon projet. À ce moment-ci, la réponse à ces questions est inconnue. Alors, j'ai tout simplement dit qu'on va supporter les études économiques, on va supporter les promoteurs s'ils veulent continuer à faire le travail. Ils vont devoir passer par la sécurité sociale, ils vont devoir passer par le processus avec mon collègue au niveau de l'environnement. Je pense qu'on ne changera pas ça. Mais à l'origine, au projet, j'encourage encore les promoteurs à continuer leur travail parce qu'on n'a pas de réponse aux questions. Les questions qui étaient posées par les 40 économistes sont des très bonnes questions. Et je pense qu'on va devoir y répondre, mais on n'a pas les réponses aujourd'hui. Alors, entre-temps, pourquoi tuer un projet dans l'œuf alors qu'il n'est pas rendu à échéance? Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. J'invite le ministre de l'Économie à prendre un café avec le premier ministre. Il pourrait comparer leurs notes, parce que le premier ministre, ça fait des mois qu'il nous dit que c'est un excellent projet avec des vertus absolument extraordinaires. Le ministre de l'Économie dit « je ne mettrai pas $1 milliard là-dedans ». Moi, j'aurais dit « je ne mettrai pas une scène là-dedans ». C'est une question d'échelle, je présume, Monsieur le Président. Entre une scène et $1 milliard, est-ce que le ministre peut nous dire qu'il n'y aura pas d'argent public dans ce projet d'un autre siècle? Monsieur le ministre de l'Économie. Vraiment, je peux confirmer à la population du Québec que ce que Monsieur le Premier ministre pense du projet et moi est en harmonie, parce que ce projet-là pourrait avoir du bon sens si, encore une fois, l'énergie qu'on va remplacer est une énergie qui est plus dommageable pour la planète. D'autre part, le projet, s'il va de l'avant, de 14 milliards, qu'il y ait des contrats appropriés qui vont faire que le projet est finançable, ce n'est pas le rôle du gouvernement de financer ça. De là, mon commentaire pour le milliard. Entre-temps, est-ce qu'on doit aider les promoteurs à évaluer le projet sur une base environnementale, sur une base économique? La réponse est oui, on va aider. Quelle forme va prendre l'aide? Quelle forme va prendre l'aide, c'est encore ici incertain. Deuxième complémentaire, Monsieur le député. Les économistes d'ici ont attiré l'attention du ministre. Je lui cite un autre économiste qui connaît, Mark Carney, gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui a dit cette semaine qu'aucun grand projet
ne devrait être financé sans d'abord évaluation de son impact écologique. C'est quand même Mark Carney qui dit ça. La dernière fois que j'ai vérifié, il n'est pas membre de Québec solidaire, M. Carney. C'est le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Est-ce que le ministre préfère rester à la remorque des lobbyistes ou alors écouter les économistes? Monsieur le ministre de l'Économie. Je connais M. Carney, je suis totalement d'accord avec ses commentaires. Tout ce que je dis, c'est qu'à ce moment-ci, on ne peut pas rejeter un projet sur la base de peut-être. J'encourage continuellement les promoteurs à continuer le travail et j'encourage les promoteurs à regarder quels sont les marchés qui vont vouloir prendre le produit en question. Et je pense que quand on aura les réponses à ces questions-là, avec mon collègue, le ministre de l'Environnement, avec qui on travaille très étroitement, on va répondre aux questions, puis on va devoir se poser les mêmes questions que tout le monde se pose. On est en accord complet avec ce que vous avez dit. Je pense que mon seul point aujourd'hui, c'est de dire, laissons les promoteurs faire le travail. Je pense qu'on ne va pas conclure prématurément. Ce n'est pas harmonieux avec comment on veut travailler au gouvernement avec nos entreprises. Question principale, Monsieur le député de Néligan. Merci, Monsieur le Président. Quand en commun Monarque Écofibre de Grimby, Dormant de les Laurentides, Osmia à Bécomo et Garneau Textile à Québec, ce sont toutes des entreprises comme des dizaines d'autres au Québec qui ont dû fermer leurs portes faute de main-d'œuvre. Les études sont claires. La pénurie de main-d'œuvre est le principal frein à la croissance économique de nos régions. L'immigration et la main-d'œuvre apportent une des solutions incontournables à cette problématique. Pour des raisons idéologiques, la CAQ a décidé de fermer la valve de l'immigration. On a mis la pagaille dans le programme de l'expérience québécoise. On a réduit drastiquement le traitement des dossiers dans le système ARIMA. Pour preuve, seulement 32 immigrants ont reçu une invitation au mois de septembre pour venir au Québec. 32 personnes, Monsieur le Président. Comment le ministre peut-il tourner le dos aux régions et que dit-il aux entrepreneurs qui doivent fermer leurs portes faute de main-d'œuvre? Monsieur le ministre de l'Immigration. Oui, Monsieur le Président, tout au contraire. On modifie le système d'immigration justement pour répondre aux besoins du marché du travail et répondre à la pénurie de main-d'œuvre. Monsieur le Président, sous le gouvernement libéral, la façon dont les personnes immigrantes étaient sélectionnées, c'était en fonction d'une grille de sélection, en fonction d'un pointage, avec aucun lien avec le marché du travail. On a adopté le projet de loi 9, Monsieur le Président, pour réformer la façon dont on sélectionne, justement pour que, lorsqu'il y a un emploi qui est disponible, on accueille une personne immigrante qui puisse y répondre en fonction de son expérience, en fonction de son talent, en fonction de son éducation, Monsieur le Président. C'est logique, mais ça n'avait pas été fait par le Parti libéral. L'autre point, Monsieur le Président, lorsque le député Néligan nous dit qu'il y a seulement eu 32 invitations dans ARIMA au mois de septembre, bien, c'est 32 offres d'emploi validées, Monsieur le Président. On a répondu à toutes les demandes qui avaient été versées par les employeurs. Alors, Monsieur le Président, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avec ARIMA, on a décidé d'inviter les 3700 personnes qui avaient déposé leur dossier au Québec ici, qui étaient présents ici, Monsieur le Président. On invite ceux-ci en priorité, comme on s'y était engagé au moment de l'adoption du projet de loi. Alors, Monsieur le Président, on pourrait aller beaucoup plus rapidement si on avait le concours du Parti libéral, comme c'est le cas avec le projet de loi. Première complémentaire, Monsieur le député Néligan. Monsieur le Président, aucune leçon de recevoir du gouvernement caquiste qui est fier aujourd'hui d'envoyer 32 invitations. Le 16 octobre dernier, le ministre de l'Emploi annonçait une aide financière pour aider les entrepreneurs à aller chercher des travailleurs à l'étranger. Par contre, le ministre de l'Immigration, depuis 1 an, lui, a complètement paralysé le système d'immigration au Québec. Concrètement, on envoie des entreprises faire le démarchage à l'international sans s'assurer que les employés qu'ils trouveront pourront bénéficier d'une voie rapide vers la résidence permanente. Est-ce que les ténors économiques... Monsieur le ministre de l'Immigration. Mais, Monsieur le Président, vous savez, au gouvernement du Québec, on fait quelque chose que le Parti libéral n'avait pas fait. On travaille en collaboration. Je travaille en collaboration avec mon collègue du travail. On a ouvert des bureaux d'immigration régionaux dans toutes les régions du Québec, dans 50 villes au Québec, justement pour régionaliser l'immigration, pour faire en sorte qu'on s'installe dans les bureaux de Service Québec. Puis lorsqu'un employeur ou un entrepreneur a besoin de main-d'œuvre, bien, il y a cogné qu'il y a une seule place, s'il y a des travailleurs locaux avec le ministère de l'Emploi, sinon à l'étranger avec le ministère de l'Immigration qui vont les accompagner. On travaille avec le ministère des Relations internationales aussi pour le recrutement à l'étranger. Mon collègue du Travail a annoncé un programme pour soutenir les entreprises, mais il y a une chose qui est sûre, Monsieur le Président. Lorsqu'on va à l'étranger pour recruter des personnes immigrantes, il faut qu'elles répondent aux besoins du marché du travail et on s'assure de cela en collaboration avec le ministère. Deuxième complémentaire, Monsieur le député, vous êtes le seul à avoir la parole.
Merci, Monsieur le Président. Les entreprises ont besoin d'employés pour croître. La Fédération des chambres de commerce du Québec, le Conseil du patronat, le Bureau de coopération internationale interuniversitaire, personne ne comprend où s'en va le gouvernement avec sa politique migratoire. Personne. Le ministre doit reconnaître qu'il nuit à nos entrepreneurs et au développement économique du Québec. Va-t-il, dès maintenant, faire la chose qui s'impose et rectifier le tir et arrêter de nuire à la prospérité de nos entreprises partout au Québec? Monsieur le ministre de l'Immigration, la parole vous appartient. Monsieur le Président, je vous dirais avec égard que les propos de mon collègue sont un peu sévères. Tout ce qu'on fait, Monsieur le Président, c'est de faire en sorte de mieux accompagner les entreprises, notamment dans le recrutement des travailleurs étrangers temporaires. De faire en sorte aussi que les personnes qu'on accueille au Québec, elles ont les outils pour bien s'intégrer, bien se franciser. Toute la démarche du gouvernement d'accompagner dès l'étranger avec des agents d'aide à l'intégration des personnes immigrantes pour que dès le départ, elles puissent se sentir comme chez elles au Québec, dans toutes les régions du Québec. Est-ce que le député Nelligan, Monsieur le Président, est contre ça? Le fait qu'on offre plus de cours de français, qu'on offre des allocations en francisation, qu'on enlève le plafond de 5 ans pour suivre un cours de francisation et qu'on les accompagne dans les différentes régions du Québec, pas juste à Montréal. Est-il contre ça? Question principale, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, une des grandes richesses du Québec que certains oublient, ce sont nos terres agricoles. Pourtant, le gouvernement de la CAQ y va d'un décret pour construire en zone agricole, même quand d'autres terrains sont disponibles. Il donne ça à qui? Pas à la relève agricole. 94 hectares qu'on donne à Google pour un centre de données. Le président de l'UPA Montérégie, Christian Saint-Jacques, a constaté durement l'attitude de la CAQ face aux terres agricoles. Je le cite, « Ce gouvernement semble vouloir détruire le territoire agricole. » Les terres agricoles, Monsieur le Président, ce n'est pas des champs libres qui attendent seulement qu'un condo ou qu'une entreprise vienne s'installer sur son territoire. Je demande au premier ministre de renoncer à ce site, de proposer un site alternatif. Je lui demande également d'arrêter de contourner la Commission de la protection du territoire agricole. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je me rappelle d'un Parti québécois qui connaissait bien Beauharnois, qui s'intéressait à l'économie régionale. On parle d'un projet de 450 emplois payants dans une région qui en a bien besoin. On parle de la possibilité d'échanger des terres, c'est-à-dire de prendre des terres qui sont plus ou moins utilisées pour l'agriculture et de les échanger contre des terres actuellement qui ne sont pas zonées agricoles, puis de permettre dans ces terres-là de faire de l'agriculture, mais permettre aussi de créer 450 emplois pour 450 familles, des emplois beaucoup mieux payés que la moyenne des salaires au Québec. Comment le Parti québécois peut-il être contre le développement économique régional? Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle, à vous la parole. Monsieur le Président, encore une fois, n'importe quoi. La question porte sur le zonage agricole. Oui à Beauharnois, oui aux emplois, mais est-ce qu'on peut trouver un autre site pour accueillir cette compagnie qui veut venir à l'insistance du premier ministre, qu'on ne taxe pas d'ailleurs Google? Donc, notre demande, on peut trouver un autre site puis respecter les règles, respecter le territoire agricole. On est capable de faire preuve d'imagination. Je demande au premier ministre de regarder d'autres sites pour créer ces emplois-là. Puis tant qu'à ça, il devrait les taxer aussi. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, le chef du PQ traite le dossier comme si c'était simpliste. C'est sûr que si demain matin, on était capable de mettre la future usine sur un terrain qui n'est pas zoné agricole, bien, on l'aurait fait depuis longtemps. Monsieur le Président, il y a des enjeux plus compliqués que ça, entre autres les approvisionnements en électricité. Mais ce que vient de nous dire le Parti québécois, là, je veux bien comprendre, c'est qu'il n'est pas prêt à échanger des terres agricoles. Donc, au total, il y aura la même quantité de terres agricoles pour créer 450 emplois payants dans une région qui en a bien besoin. Je comprends que le Parti québécois, ça va mal, ces affaires. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition, vous êtes le seul à avoir la parole. Vous aurez noté la condescendance du premier ministre à l'égard de son ancienne formation politique. S'il vous plaît, Monsieur le leader du gouvernement. D'ailleurs, à ce propos, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition, on ne commence pas cela. Sur ce propos-là, non également. Monsieur le leader du gouvernement. Président, on ne prête pas d'intention, on n'utilise pas de langage injurieux non plus envers un membre de cette Assemblée. Je demanderai que le collègue retire ses propos. Je viens de dire de faire et d'être prudent, de ne pas utiliser ces termes, de ne pas commencer cela, Monsieur le
vous poursuivez la question, s'il vous plaît. Monsieur le Président, rien ne dure toujours. Le premier ministre apprendra un jour. Récemment, le premier ministre a eu un invité puis il lui a dit que l'Union nationale, maintenant, ça s'appelait la CAQ. Je l'invite de ne pas s'inspirer des pratiques de l'époque où on envoyait nos meilleures ressources aux grandes entreprises étrangères. Je lui demande également de ne pas confondre le nationalisme et l'affairisme. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, ça serait venu de Québec solidaire de dire « Je refuse 450 emplois en région ». J'aurais été moins surpris. Est-ce que le PQ est en train de négocier une fusion avec Québec solidaire? Ça a tout l'air de ça. Principale, Madame la députée de Saint-Laurent, je vous demande à nouveau votre attention. On poursuit la période de questions. S'il vous plaît, ne vous interpellez pas. La parole appartient maintenant à la députée de Saint-Laurent. À vous la parole, Madame. Pendant des années, le ministre de l'Éducation a dénoncé le gonflage de notes. Dans l'opposition, il l'a dénoncé. Lorsqu'il est devenu ministre, il l'a dénoncé. Au mois d'avril, il a envoyé une directive. Il a fait la tournée des médias. Il a dit « c'est fini au Québec, le gonflage de notes ». La FAE a dit « bravo, c'est déjà un premier geste ». Mais on aimerait ça que vous alliez plus loin. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce qu'il y a un enseignant sur 10 qui subit des pressions pour augmenter ses notes afin d'atteindre des cibles de résultats. La réponse du ministre, dans sa réforme de l'éducation, dans son projet de loi Mammouth, c'est de venir consacrer le droit de gonfler les notes par les directions d'école. C'est insultant pour ses ex-collègues. Où est ce ministre, celui qui était supposé d'être un ancien enseignant, qui est supposé de défendre ses ex-collègues? Où est ce ministre? Tout le monde le cherche. Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Monsieur le Président, ma collègue, il veut parler du projet de loi 40, le projet de loi qui va moderniser notre gouvernance scolaire, qui va éliminer les élections scolaires. Les Québécois disent « enfin ». Le projet de loi qui va permettre d'avoir moins de bureaucratie, plus de services aux élèves, mais je suis content qu'elle s'intéresse à d'autres éléments parce qu'il y a un paquet de bonnes mesures dans ce projet de loi-là. Et là, aujourd'hui, elle s'intéresse aux articles qui viennent valoriser et reconnaître l'expertise des enseignants. Et je suis très content de voir que dans ce projet de loi-là, on a des articles qui viennent consacrer le fait qu'on ne peut pas changer. Est-ce que... Il faut se calmer. S'il vous plaît, monsieur le ministre, poursuivez votre réponse. Mon Dieu. Je pense qu'ils ne veulent pas de maternelle 4 ans, mais on comprend pourquoi. Non, mais à nouveau. Je vais vous demander, il y a une question qui a été posée, je vous ai demandé d'être attentif, il y a une réponse qui est donnée, je vous demande d'être attentif et je vous demande à nouveau votre collaboration. Sans commentaire, monsieur le ministre, poursuivez votre réponse. Merci. Alors, on a des articles dans ce projet de loi-là qui vont venir consacrer l'expertise professionnelle des enseignants, leur reconnaître que le geste d'enseigner, mais le geste d'évaluer, c'est un geste professionnel qui va être dévolu aux enseignants avec une direction d'école, une commission scolaire, puis le ministre, bien sûr, il ne s'en mêlera pas, mais ne pourrait pas, sans consulter un enseignant ou une enseignante, toucher à ses notes. Et ça, c'est ce qui se fait depuis des années. Madame la députée de Saint-Laurent. C'est pauvre, mais c'est pauvre en argument. C'est déconcertant. Non seulement il n'a pas écrit son projet de loi, il l'a même pas lu. 34, paragraphe 2, in fine. Ben oui, on va consulter, puis quand on suit à la CAQ, si le passé est garant de l'avenir, leur consultation, c'est « Hey, on vous a entendu, mais on ne vous écoutera pas. Hein? » Donc ici, Monsieur le ministre, si vous avez un petit peu de respect pour vous-même, retirez ce projet. Non, encore une fois, Monsieur le leader du gouvernement, je suivrai. Président, on s'adresse à vous et on devrait faire preuve de respect entre collègues, Monsieur le Président. Non, bien, vous aurez compris. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce n'est pas ce que l'on souhaite, je pense. Éviter ce genre de propos. Continuons la période de questions en collaboration et, de fait, de se permettre de bien entendre et de comprendre ce qui est dit de part et d'autre. Madame la députée. Monsieur le... Ah, c'est fini. Oui, j'attendais la question. Monsieur le Président, c'est quand même quelque chose d'entendre le Parti libéral se lever pour dénoncer deux choses qu'ils n'ont pas faites quand ils étaient là. D'abord, une directive très claire qui s'est appliquée dans la première année du mandat, donc dès juin 2019. On est venu arrêter le gonflement automatique des notes par le gouvernement lui-même. Pendant des années, au gouvernement libéral, puis le dernier ministre de l'Éducation était d'accord avec ça,
Les 58 et 59 aux examens ministériels, peu importe ce qu'avait l'évaluation des profs, peu importe ce qu'avaient dit les profs, c'était augmenté artificiellement. C'est plus le cas. Et là, en plus, on arrive avec une loi qui vient donner davantage d'autonomie aux enseignants, mais ils sont contre ça. J'essaie de les suivre. Deuxième complémentaire, Mme la députée de Saint-Laurent. Pendant ce temps-là, les enseignants aussi essayent de le suivre, Monsieur le Président. Unanimement dénoncé, le tripotage de notes par les directions d'école serait désormais parfaitement légal, moyennant une simple consultation des enseignants et enseignantes concernés. C'est à 1000 lieues de ce que les enseignants et enseignantes demandaient au ministre de l'Éducation. Ça, c'est la Fédération autonome de l'enseignement, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut être conséquent avec lui-même, avec sa tournée des médias, puis dire qu'effectivement, il s'est trompé et qu'il reconnaît et qu'il retire ce passage de sa loi? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, c'est un excellent article, c'est un excellent passage de la loi qui vient donner plus d'autonomie professionnelle aux enseignants, qui vient consacrer l'expertise des enseignants. J'ai hâte aux auditions particulières, j'ai hâte à l'article par article. Si on peut bonifier cet article-là ou d'autres, on va le faire lors de l'étude du projet de loi, bien sûr, mais le principe fondamental, il est là et il est là pour la première fois. On est là pour la première fois. Les gens ne peuvent plus, en toute impunité, changer les notes sans passer par les enseignants et ça, c'est une première et c'est une belle avancée dont je suis très fier. Principal, Madame la députée de Verdun. Dans plusieurs régions du Québec, des bâtiments à valeur patrimoniale sont délaissés, mal entretenus puis démolis, une fois leur sécurité compromise. On appelle ça une démolition par abandon. Récemment, la maison Pasquier à Neuchâtel, dans la région de Québec, a été démolie en pleine nuit. On pouvait lire dans le Journal de Québec « 300 ans d'histoire rayée de la carte ». Cette maison ancestrale a survécu à la conquête, mais elle n'a pas survécu à l'inaction de la CAQ. La ministre aurait pu agir, elle aurait dû agir, mais elle a refusé de le faire. Cet été, j'ai proposé que soit réalisé un grand inventaire de tous les bâtiments avec un intérêt patrimonial afin qu'on puisse être proactif dans leur protection et éviter des destructions par abandon. Aucun retour. Pas vraiment de surprise de ma part. Alors, je demande ici à la ministre, fera-t-elle cet inventaire, oui ou non? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse d'avoir la question parce qu'effectivement, à l'égard du patrimoine bâti, ça bouge beaucoup sur le terrain et ça bouge beaucoup également au sein de mon cabinet et du ministère de la Culture parce qu'on est en train de revoir la loi qui avait été adoptée en 2011 par la députée de l'Acadie. Et nous sommes en train de voir dans quelle mesure cette loi, lorsqu'on l'applique, la loi sur le patrimoine culturel, eh bien, elle n'est pas parfaite. Il y a des limites. Par ailleurs, à cet égard, j'aimerais vous souligner, Monsieur le Président, qu'actuellement, c'est une nouvelle qui est passée sous le radar. Depuis le 11 février dernier, la vérificatrice générale du Québec est dans les bureaux du ministère de la Culture et des Communications pour enquêter sur la gestion du patrimoine immobilier au ministère de la Culture et des Communications. Et son étude s'étend également à la loi sur le patrimoine culturel. Et vous savez, dès son arrivée, ça faisait 111 jours que j'étais là. J'étais ravie parce que j'ai dit, il y a des choses avec cette loi-là qui soulèvent des questions et j'ai donné toute ma collaboration à la vérificatrice et nous avons hâte de voir ses recommandations puisque je pense qu'il y aura des modifications à apporter. Première complémentaire. Encore une fois, la parole n'appartient qu'à la députée de Verdun. Nous voulons tous entendre la question. L'inventaire, oui ou non, pas de réponse. Alors, les Québécois sont à même de constater la lente agonie de notre patrimoine. Il faut agir de façon structurante. La dernière année, là, les Cas-sans-Pile, la Villa Livernois à Québec, la Maison Legendre à Sainte-Croix, l'Église 5-Heures-de-Marie sur Grande-Allée, la Maison Pasquier rasée en pleine nuit, des grands pans de notre histoire disparaissent. Après 1 an, la ministre a-t-elle un plan de match, des mesures concrètes à elle, peut-être arrêter d'être ravie et de passer enfin à l'action? Madame la ministre de la Culture et des Communications, votre réponse est à seule. Avoir la parole. Oui, Madame la députée me cite des cas. Je pourrais lui souligner plusieurs autres cas où son ancien collègue, le ministre Fortin, a lui-même autorisé la démolition des bâtiments. Cela dit, je suis pris avec ça. Hein? Quand les libéraux ont autorisé des démolitions, il y a un moment où on ne peut pas revenir à l'encontre de ce qui a été annoncé par le ministère. Cela dit, j'ai pris des actions très proactives. Depuis mon arrivée en fonction, Monsieur le Président, j'ai signé des avis d'intention de classement pour plusieurs édifices, plusieurs terrains, parce que c'est important de les protéger.
semble pas les intéresser, parce que c'est important de les protéger. En terminant, je vais vous revenir, Monsieur le deuxième complémentaire. Encore une fois, je vous demande d'être attentif tant aux questions qu'aux réponses. Continuez de cette façon-là en collaborant. Madame la députée, à vous la parole. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président, je veux juste vous rappeler, là, pas de plan de match, on vient de l'entendre. Pas de réponse à ma première question. On n'en a pas de plan. Vous faites rien ces temps-ci. Puis là, je vais vous donner l'occasion de faire quelque chose, d'agir pour le monastère des moniales dominicaines de Berthierville. Il y a des audiences du Conseil du patrimoine culturel qui ont eu lieu en juin. Vous attendez quoi pour agir? L'hiver s'en vient. Tout se dégrade actuellement. Alors, le leader du gouvernement, c'est la troisième complémentaire de la députée de Verdun, Monsieur le Président, qu'on ne s'adresse pas à vous puis qu'on s'adresse directement au ministre. Je comprends. Vous le savez, vous adressez à la présidence. Vous pouvez terminer votre question, s'il vous plaît. Réponse par la suite. Merci. Alors, Monsieur le Président, invoquez le principe de précaution, classer ce bâtiment. Je vous appuie là-dedans. Madame la ministre de la Culture et des Communications. Écoutez, j'ai déjà manifesté un avis d'intention et ça nous vaut actuellement une poursuite en cours. Alors, la députée, elle est députée depuis assez longtemps pour comprendre que l'exécutif ne se mêle pas du judiciaire. Je ne vais pas commenter ce qui se passe à Berthierville. Il y a un procès en cours actuellement, mais vous savez quoi? La loi, je l'applique. J'ai mis un avis d'intention de classement pour ce bâtiment et nous voulons préserver le monastère de Berthierville. Et mon plan d'action, Monsieur le Président, est aux impressions, j'allais dire, puisque je travaille actuellement avec ma collègue, la ministre des Affaires municipales, et vous serez ravis de voir ce que nous préparons pour le patrimoine bâti ici. Vous serez ravis, madame. Et voilà, on va être ravis. S'il vous plaît, merci à toutes et à tous. Cela me fait à la période de questions et de réponses orales.